Ouais, aujourd'hui c'est un épisode assez particulier parce que c'est le tout premier épisode enregistré en public et en l'occurrence du coup au dernier bar avant la fin du monde, qui est un lieu particulièrement adapté pour ce qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler des risques existentiels de l'IA. De plus en plus de spécialistes du domaine pensent que les prochaines générations d'intelligence artificielle poseront des risques absolument massifs, peut-être jusqu'à l'extinction de l'humanité. Donc on va revenir sur ces risques et sur les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour les éviter. Juste avant, je vais présenter Jonathan. Jonathan a travaillé en tant qu'ingénieur en télécommunications et réseaux, ingénieur logiciel et développeur. Il est aujourd'hui chercheur en sécurité de l'intelligence artificielle, membre du conseil d'administration d'Efficience, qui est une organisation qui agit pour une recherche impliquée face aux grands problèmes de notre monde et qui a tout un pôle sur l'intelligence artificielle. Et puis, il a cofondé et travaillé pour le réseau européen pour la sécurité de l'IA, qui, grosso modo, vise à connecter les chercheurs et les décideurs pour une intelligence artificielle sûre en Europe. Et donc, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, aussi beaucoup parler de différents types d'intelligence artificielle, notamment les intelligences artificielles de niveau humain et les super intelligences artificielles. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ces termes? Ouais, parfait. Effectivement, donc les termes ne sont pas encore connus de tout le monde et les termes sont en train d'évoluer. Donc, on parle d'intelligence artificielle pour parler, surtout récemment, de programmes qui font de l'apprentissage, supervisé, non supervisé. Alors, je parle de ça pour dire, avant, on faisait de la programmation, on peut programmer un algorithme dont on sait le comportement. Quand aujourd'hui vous interagissez avec les IA qui sont connus, donc ChatGPT, des modèles de langage, ce n'est pas des IA qui ont été programmés dans tel contexte, il faut répondre comme ça. Plutôt, on a des algorithmes qui ont permis d'apprendre sur des données comment parler, comment répondre et qui ont emmagasiné beaucoup d'informations. Donc ça, c'est déjà le cas de l'intelligence artificielle qui est différent du cadre informatique précédent. En informatique, on pouvait faire des programmes très déterministes, des calculatrices, donc on comprend bien le fonctionnement. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce n'est plus le cas. On parle de choses où on a un moyen de leur faire apprendre des choses. Et il ne faut pas anthropomorphiser entièrement, mais il y a plus de ressemblances entre l'apprentissage que font les humains que ce que faisait une calculatrice, en tout cas. Donc les termes, tu as parlé de IA de niveau humain et puis d'IA de super IA. Là, super, c'est pas dans le sens génial, c'est dans le sens au-dessus. Donc ça, c'est vrai que je préfère déjà découper en fonction des tâches, parce que on a déjà des IA qui sont super humaines sur des jeux particuliers, comme jouer aux échecs, jouer au Go. On a des IA super humaines sur les connaissances qu'elles ont quand elles ont gagné à Jeopardy. Et on a des IA qui sont plus rapides que nous, c'est-à-dire même pour des choses. Donc la prise de décision dans les jeux vidéo, ou aujourd'hui un chat GPT qui écrit une rédaction, même si la qualité de la rédaction n'est pas au-delà du meilleur auteur, en tout cas il écrit beaucoup plus vite. Donc l'IA superhumaine, c'est déjà une réalité, mais c'est superhumain sur certains domaines, certaines tâches. Donc là, quand on parle de risques liés à la superintelligence, mais il y a le mot intelligence, donc notamment les capacités, on parle à des capacités où l'IA ne nous dépasse pas encore. Les capacités de planification, par exemple, aujourd'hui les IA ne sont pas autant compétentes à faire des nouvelles idées de recherche. Elles ne peuvent pas entièrement remplacer un chercheur en chimie ou en biologie qui va devoir planifier un nouveau agenda de recherche, comprendre une nouvelle type de souche. Et une IA ne peut pas encore gérer une entreprise, tous les domaines d'une entreprise qui a des aspects humains, de management, de psychologie, qui a des aspects financiers. Ça, c'est pour un peu faire le point de vue sur où on en est. Mais on est en train de s'améliorer. Donc quand je dis on, je veux dire les développeurs en intelligence artificielle sont en train de faire des progrès sur toutes ces tâches, sur tous ces domaines. Et je pense que si vous avez suivi les 3 dernières années, ces progrès ont été très rapides. Peut-être que je vais aussi parler donc du nouveau vocabulaire. Il y a certaines tâches
qui sont particulièrement importantes à observer ou à vérifier. Est-ce que les IA sont capables de ça? Je pense notamment aux IA, aux capacités d'autonomie. Et plus une IA est autonome, plus elle a la capacité de mener un grand nombre d'actions séquentielles dans le monde sans qu'il y ait une supervision humaine. Aujourd'hui, ça se passe notamment en programmation. Quand un développeur humain programme, et à la base, il est impliqué dans toute la chaîne. Il doit écrire chaque caractère sur son clavier et il doit être présent pour toute la tâche. Donc, si un programme est fait, vous savez qu'il y avait un humain qui l'avait programmé, qui a tout vu. Il y a une première étape d'automation où l'humain n'écrit plus tout le texte. L'humain écrit quelle fonction est-ce qu'il veut développer. Bon, c'est un terme technique ou même généralement quel type d'application il veut avoir. Il peut la décrire. Et une IA telle que ChatGPT ou plus spécialisée va pouvoir sortir une plus grande partie du code. Et vers on se dirige vers une IA plus autonome encore. Donc je vais mentionner Davin qui est une entreprise, c'est le nom qu'elle a donné à un agent IA où là, le but c'est de lui donner seulement une instruction du genre j'aimerais une application pour iPhone qui soit un jeu, un peu comme vous lui donnez le jeu que vous voulez, Angry Birds, et vous décrivez, mais je veux une variante, je veux que ce soit, plutôt que des projectiles, c'est de la mécanique fluide. Et cet agent va avoir une conversation avec vous. Donc c'est une IA qui peut commencer à programmer, faire les fichiers qu'il faut, les compiler, et qui peut vous demander des détails au fur et à mesure. Ah, ben, sur ce jeu-là, quel genre d'ennemi, quel genre de graphique. Donc, on a un exemple de ça aujourd'hui où c'est en train d'être développé. Et ce que je voudrais souligner, c'est que la quantité de supervision qu'il y a dans le travail fait par l'IA est en train de diminuer dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, quand vous voyez un programme, une application, vous savez qu'un humain était là. Puis aujourd'hui, vous savez seulement que bon, l'humain a peut-être regardé les lignes de code être faites, mais il ne les a pas toutes programmées à la main. Et puis au futur, il n'est même pas nécessaire que l'humain regarde le contenu du projet. L'humain peut juste être en train de donner des directives plus globales. Donc ça, c'est une façon de regarder quel est le niveau d'autonomie d'une IA et le niveau de supervision associé. Donc plus il y a d'autonomie, c'est pas forcé, mais concrètement, souvent il y a moins de supervision. Et je pense que ça, c'est un des sujets fondamentaux qui fait qu'il y a des risques liés à l'intelligence artificielle qui sont différents d'autres technologies ou d'autres choses, puisqu'il y a des phénomènes où ça se déroule tout seul, quoi. Ce qui me semble important à préciser, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans quelque chose qu'on voit déjà aujourd'hui, qui est vraiment l'évolution exponentielle de ces technologies ces dernières années, qui progressent à une vitesse vraiment délirante par rapport aux technologies qu'on avait précédemment. Et puis, donc, on voit que ces IA qu'on développe sont de plus en plus générales, qu'elles sont capables de toucher de plus en plus de tâches. Là où avant, par exemple, des applications similaires à ChatGPT pouvaient être cloisonnées vraiment à une tâche de service client, etc. Aujourd'hui, elles sont capables de faire énormément de tâches différentes, du code, faire des recettes de cuisine, faire un coach d'alimentation ou j'en sais rien quoi. Ça peut vraiment aller dans tous les sens. Et de plus en plus, on voit se développer justement ce que tu disais, donc l'agentivité, le fait qu'elles sont capables d'interagir, par exemple, avec le web ou comme ça. Un bon exemple de ça, je pense, c'est si on va demander à ChatGPT réserve-moi un hôtel, par exemple, à Toulouse, et ChatGPT n'est pas capable de le faire actuellement, mais les prochaines générations devraient être capables de le faire, d'être beaucoup plus agentique justement avec tout ce qui concerne Internet, pouvoir agir vraiment là-dessus. Et donc, pour les deux termes qu'on avait dit, IA de niveau humain et puis super IA. En gros, IA de niveau humain, c'est une IA qui, grosso modo, serait capable de faire plus ou moins toutes les tâches qu'est capable de faire un humain. Puis une super IA, c'est la version
booster quelque part de ça une IA qui serait capable de faire plus ou moins toutes les tâches que n'importe quel humain est capable de faire, même avec des ordres de grandeur supérieurs parfois à ce que les humains sont capables de faire dans certaines tâches. Donc là, ça serait vraiment extrêmement puissant. Et ça peut paraître un peu fou, mais finalement, ça semble assez aller dans le mouvement de ce qu'on voit déjà aujourd'hui, qui est justement l'évolution exponentielle de ces IA. Ouais, donc ça c'est intéressant parce que tu me posais la question de dans combien de temps est-ce qu'on s'attend à avoir des IA de niveau superhumain. Souvent pour un domaine donné, on prend les échecs. L'IA était vraiment inférieure aux humains pendant longtemps, et puis pendant une année elle a été à peu près au niveau humain, et puis ensuite elle a immédiatement dépassé le niveau humain. Vraiment de très loin. Ça fait longtemps que les humains ne sont pas en compétition avec les IA pour jouer aux échecs. Pour ce qui est de la rapidité de la programmation, dès qu'une IA avait un niveau de compétence où elle réussit à coder, parce qu'elle est plus rapide, encore une fois, on passe du programmeur qui devait taper chaque ligne de code, qui plutôt supervise et qui peut aller plus vite. Donc il n'y a pas de raison que sur une tâche comme la planification, où j'ai mentionné aujourd'hui les IA ne sont pas aussi compétentes que nous, que les IA s'arrêtent au niveau humain. Si aujourd'hui un scientifique peut retenir une certaine quantité de données, donc je vais parler un peu de scientifiques qui travailleraient en biologie. Si aujourd'hui il est en train d'expérimenter sur les résultats d'un nouveau médicament, il a besoin de certaines données, il a besoin d'anticiper s'il teste ceci ou cela, qu'est-ce que ça va lui donner comme information. Ça, c'est le genre de tâche où l'IA a un niveau inférieur à l'humain, mais si on anticipe la même courbe de développement qu'on a observée chez les autres compétences, alors l'IA pourra devenir superhumaine à cette tâche-là de recherche biologique. Et une IA qui peut du coup mieux comprendre quelle molécule, quel médicament a quel effet sur le corps humain, a un potentiel très intéressant pour la médecine, pour des développements très positifs. Elle a aussi une capacité à générer des armes biologiques beaucoup plus... des armes qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui. D'où cette idée de... il y a des risques à anticiper et qui ne sont pas encore présents aujourd'hui, mais qui peuvent arriver très vite. Quand on prend cette idée de... à chaque fois, ces capacités développent et nous dépassent très très vite, alors quelque chose qui est loin en termes de compétences n'est pas forcément loin dans le temps. Si vous étiez quelques années avant Deep Blue aux échecs, les gens pourraient imaginer que ça allait être des années encore avant que l'IA soit plus forte que l'humain. Et pourtant, on se serait trompé. Donc si aujourd'hui on se dit l'IA aura encore des années avant d'être plus forte que l'humain à faire de la recherche en biologie, ou à faire de la planification, ou à gérer une entreprise, sur quoi est-ce qu'on se base pour faire ces prédictions? Et donc, on a parlé justement de ces IA de niveau humain, de ces super intelligences. Est-ce que tu as une estimation pour donner un ordre de grandeur d'environ dans combien de temps on devrait arriver à ces IA? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de débats entre les chercheurs là-dessus? Quel est l'état du débat des chercheurs sur quand est-ce qu'on arrivera à ces capacités particulièrement impressionnantes? Donc ça va dépendre du domaine. On a beaucoup été, si on regarde le paysage médiatique, il y a des gens qui parlent d'IA générale et c'est dur de répondre parce que pour répondre à qu'est-ce que c'est qu'une IA générale, parfois on va donner une définition qui correspond à l'IA générale, c'est l'IA qui peut remplacer un humain dans les tâches intellectuelles ou les tâches liées à l'informatique. Pour ce genre de critères, il y a des experts qui régulièrement font des prédictions, qui se mesurent dessus. Eux vont généralement tendre vers 2030 pour le fait de remplacer les humains pour la plupart des tâches intellectuelles ou informatiques. Prenez la situation où je vous ai donné, on veut développer une application et il y a une IA maître qui essaye de gérer le développement de cette application. Si l'IA est en contrôle de serveur, elle peut faire tourner des programmes, elle peut acheter des ressources informatiques. Cette IA peut faire tourner différentes versions d'elle-même. En fait, c'est déjà ce qui se passe.
pour une IA comme Devin que j'ai cité. Si on pense à la capacité, quand est-ce qu'une IA pourra de façon autonome se répliquer, donc aller acheter plus de serveurs sur Amazon et puis faire tourner son code là-bas pour les faire encore d'autres tâches. Et quand est-ce qu'une IA pourra en plus faire des adaptations? Une adaptation, c'est quand, par exemple, une IA qui est générale, qui peut interagir avec beaucoup de textes, mais qui n'a pas de connaissances particulières. Je veux dire, disons en biologie, s'il y a un papier qui n'avait pas été vu par l'IA, elle n'a pas de connaissances sur un domaine spécifique, il y a des techniques pour la faire apprendre ce papier-là, l'intégrer dans ses données d'entraînement. Donc, quand est-ce qu'une IA pourra autonomement s'adapter, intégrer une nouvelle donnée et se refaire un entraînement et ensuite lancer une IA adaptée à nouveau? Ça, j'ai des collègues qui disent ça semble possible d'ici un an et demi. Et il a vraiment ça en tête parce que ça ressemble beaucoup à un des processus qui ressemble à ce qu'on peut faire en évolution. S'il y a beaucoup d'organismes qui ont de l'autonomie pour se répliquer, pour s'adapter d'une certaine façon, et ensuite ces adaptations, si elles sont plus compétentes, disons le problème c'était, on voulait faire une application, mais elle n'était pas forte dans un certain langage. Et hop, elle apprend à être plus forte sur ce langage, alors maintenant il y a une IA qui va être plus forte sur ces langages, et l'entreprise qui est en train de déployer ce modèle peut avoir des retours économiques parce que c'est intéressant, ça marche bien. Donc on peut avoir un écosystème d'IA qui sont en train de s'améliorer et de s'adapter. Et là on arrive dans les premières choses, on parlera de quels sont les risques liés à ce genre d'écologie. Donc là on est sur du 1 an et demi. Je pense qu'effectivement c'est possible qu'on voit le début de ça. Est-ce que cette adaptation leur permettra d'être surhumaines? Ça c'est un peu une autre question. Elles seront surhumaines pour chaque domaine particulier? Est-ce qu'elles seront surhumaines de façon générale? Encore une fois, il faut un peu rentrer dans les scénarios pour répondre spécifiquement. Et puis je vais parler d'une deuxième compétence à laquelle il faut faire attention. C'est un peu plus fort que l'adaptation, c'est l'amélioration récursive. Donc là pour moi je dis ok, fin 2025, peut-être qu'on pourra avoir des IA qui peuvent lancer différentes versions d'elles-mêmes, qui peuvent les spécialiser. Mais une IA spécialisée, c'est pas une IA qui est devenue plus compétente généralement. Donc c'est déjà assez différent. Mais quand on parle d'auto-amélioration, on parle d'une IA qui, par exemple, je vais prendre l'exemple de GPT-4 ou un grand modèle, le truc qui est derrière ChatGPT. Si on lui demande de faire de l'expérimentation en machine learning et d'entraîner plein de petits modèles, mais surtout d'apprendre quelles sont les techniques qui marchent mieux qu'avant. D'apprendre des techniques qui fonctionnent mieux, c'est-à-dire que pour une certaine quantité d'entraînement, elles apprennent plus loin. Et qu'ensuite, grâce à ces expérimentations, on trouve des améliorations et que le modèle lui-même crée son successeur. Donc on demande au modèle, maintenant, entraîne un successeur en utilisant ces techniques que tu as trouvées. Ça, c'est la capacité d'auto-amélioration. Et c'est plus difficile puisque il faut maîtriser plus de sujets que la programmation. Il y a des sujets autour de quelles données on donne à l'entraînement. Il y a quand on fait de l'expérimentation, comment est-ce qu'on agrège le résultat de différentes expériences dans un modèle du monde. Tout ça, c'est plus difficile. Donc là, les discussions dans le milieu, c'était plutôt à 2027, 2028. Donc là, on parle plutôt dans 3 ou 4 ans. On pense qu'on pourrait avoir des IA qui peuvent s'améliorer. Ouais, je pense que ce qui est important de spécifier à ce moment, c'est surtout qu'il y a un grand débat parmi les chercheurs, que vraiment les gens ne sont pas particulièrement d'accord entre eux, avec certains qui vont avoir des timelines, donc le temps pour arriver à ces IA de niveau humain ou super-humaine très très courtes, quelques mois ou quelques années, là où d'autres vont dire avant 10 ans on n'aura pas une IA de niveau humain. C'est encore en débat, mais il y a de bonnes raisons de penser quand même que ça pourrait arriver relativement vite.
Et puis, dans tous les cas, on parle de capacités qui sont vraiment particulièrement impressionnantes, enfin, qui pourraient peut-être automatiser une grande partie de l'économie. On en parlera, mais c'est quand même assez fou quand même. On n'en parle pas tant que ça. Et pourtant, on est en train de développer des IA vraiment particulièrement puissantes et qui devraient permettre de faire des choses encore plus folles que ce qu'elles sont capables de faire aujourd'hui, pour le meilleur aussi, pour le pire, on en discutera. Et je pense que ces distinctions aussi de combien de temps on va... En fait, la discussion sur combien de temps il va nous falloir pour arriver à ces IA dépend aussi beaucoup de comment est-ce qu'on pense que ça va devoir évoluer. C'est-à-dire si on pense que simplement avec des versions supérieures des modèles qu'on a actuellement, on va pouvoir arriver à ça, probablement on se dit ça va arriver plus vite que s'il faut repenser tout le paradigme et puis en réalité le paradigme dans lequel on est ne suffira pas. Donc il y a un débat, mais en tout cas on voit qu'il y a des gens tout à fait sérieux qui pensent que ça va arriver très prochainement et donc ça semble très important d'y prêter attention. Ouais, ce que je veux souligner ici, ça serait plutôt le fait que ce soit possible que ça arrive bientôt. Il y a des phrases en science du genre les découvertes scientifiques, ça n'arrive pas sur un calendrier. On ne peut pas prévoir à l'avance le jour où on comprendra quelque chose qu'on ne comprenait déjà pas. Aujourd'hui, on ne sait pas faire une IA super intelligente, générale, ou alors plutôt, on n'a pas essayé. C'est-à-dire qu'il y a certains modèles qui disent que les techniques d'entraînement actuelles, donc utiliser du deep learning avec des modèles transformers, si on arrive encore à augmenter la taille de ces modèles de x100 par exemple, ils disent probablement ça va marcher. Donc il y a certains modèles qui disent on pense déjà qu'avec la technologie qu'on a, on va réussir à faire de l'IA surhumaine. Et ça, c'est une des raisons de penser que c'est possible d'avoir ces IA avec des capacités d'autonomie, de réplication, d'adaptation d'ici quelques années. Mais c'est aussi possible que il y ait des blocages, que vu qu'on ne les a pas encore entraînés ces modèles, on n'a pas la preuve que ça marche. Peut-être qu'on va les entraîner, ça ne sera pas beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc oui, il y a un désaccord sur ce qui va arriver. Mais donc je mets l'accent sur tant qu'il y a une probabilité non négligeable que ça arrive vite, alors j'ai envie de me pencher sur ces scénarios dans la mesure de leur importance. Quand il y a des choses pas importantes, ok, c'est pas très grave. Mais tu as mentionné, une IA de ce niveau-là peut automatiser des parties de l'économie. Une IA de ce niveau-là peut amener des risques. Là, c'est moi qui le dis, elle peut amener des risques qu'on n'avait pas jusqu'ici. D'où un intérêt à prévoir, anticiper et informer en avance, d'où la conversation d'aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Et au niveau justement des risques que pourraient poser ces IA de niveau humain super intelligentes, de façon générale, il y a vraiment énormément de risques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle donc les risques existentiels. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire finalement qu'est-ce que c'est un risque existentiel ? Ouais, donc existentiel, ça couvre deux scénarios principaux. Un risque par exemple d'extinction, c'est un risque existentiel. Si l'humanité, si la planète Terre se faisait frapper par un astéroïde gigantesque et que ça changeait pendant très longtemps, par exemple, nuage de poussière, il n'y a plus d'agriculture pendant 200 années, il y a des possibilités de risque d'extinction, vous l'avez vu sur des espèces dans le passé. Les risques existentiels, ils couvrent ceci, mais ils couvrent aussi la question de la perte de contrôle de notre avenir. Imaginez la différence il y a une différence vraiment forte entre la vie d'un cochon sauvage avant l'industrialisation et la vie d'un cochon sauvage dans l'ère du factory farming, des élevages industriels. Ce cochon, il existe encore, l'espèce du cochon existe encore,
d'une côté, elle a été modifiée, mais en plus, les conditions de vie du cochon, par contre, sont entièrement hors de son contrôle. Et bon, cet exemple, il est peut-être frappant pour ceux qui connaissent l'élevage industriel. C'est, pour le dire gentiment, très horrible pour les animaux de rang. Donc, nous, en tant qu'humains, c'est pas suffisant de se dire on a envie de continuer à exister en tant qu'espèce. Ça serait mieux de se dire on a envie d'avoir un futur positif, on peut continuer à se développer en technologie, en culture, en morale, en éthique, donc, sur les valeurs qu'on a. Et donc le risque existentiel, ça serait tout ce qui nous empêche d'atteindre ce développement. Même s'il n'y a pas une extinction, un changement climatique qui serait extrême, qui ferait que beaucoup de l'agriculture n'est plus possible, qui ferait que la civilisation, pour un certain temps, s'effondre, et qui nous amènerait dans un âge de pierre continu. Alors, je sais pas la probabilité de cet événement, mais si on était là, ça serait un risque existentiel. C'est pas nécessaire qu'il n'y ait plus d'humains pour qu'on ne puisse plus se développer et avoir le niveau de qualité de vie qu'on a aujourd'hui, ou même des niveaux de qualité de vie qu'on espère encore meilleurs au futur. Et du coup, quels sont les risques existentiels spécifiques à ces intelligences artificielles ? Ouais, ben c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps sur la notion d'autonomie, parce que quand on a une intelligence artificielle qui est autonome, c'est beaucoup plus facile de faire une analogie. Les analogies, je ne sais pas, mais l'analogie d'une nouvelle espèce. Je pense que au moins une fois l'avoir entendu, l'avoir considéré, c'est intéressant. Nous, on prend des décisions de façon autonome, on peut se reproduire, on peut s'adapter. Et entre il y a 6000 ans et maintenant, l'humanité a conquéré la planète, a adapté la planète pour nous satisfaire plus. Et on se dit, les raisons pour lesquelles on a pu faire ça, c'est notamment parce qu'on a développé des technologies, on a développé des civilisations. Donc, le facteur de l'intelligence, de la compréhension, de la planification, tout ça, ça a été des choses clés. Puis la maîtrise d'outils, enfin, il y a beaucoup de choses. Ça a été des choses clés pour que ce soit aujourd'hui l'humanité qui est en gros en train de gérer ce vers quoi va le monde. Alors l'humanité, c'est un concept un peu flou, peut-être qu'on gère pas très bien, mais en tout cas, on gère comparativement plus que les cochons, pour reprendre l'exemple d'avant. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe si les intelligences artificielles ont un niveau de compréhension du monde, un niveau de planification, de productivité économique qui dépasse les humains? Aussi, il faut leur ajouter des capacités, il faut qu'elles puissent interagir physiquement avec le monde. Si on parle de toutes les espèces sur Terre jusqu'ici, ont une existence physique, elles ont des corps, elles peuvent se déplacer. Donc, c'est pour ça que l'analogie, elle n'est pas directe. Mais si on va plus loin, si on a un monde avec des robots qui sont plus performants, qui se réparent mieux, qui peuvent se reproduire, qui sont plus intelligents, etc., là, on peut dire, OK, c'est une nouvelle espèce qui a la capacité de nous remplacer. Donc, tout ce que j'ai dit là, ça ne parle pas de quelle est la probabilité que ça arrive, mais c'est pour illustrer en quoi c'est possible. Et ça, c'est peut-être un des points clés de pourquoi le travail de parler des scénarios de risque existentiel, c'est que ça nous permet de mettre des jalons de choses à éviter. Si on sait en avance que automatiser des robots surperformants, plus forts, plus intelligents, plus planificateurs, ça leur permettrait d'être en contrôle du monde, alors peut-être qu'il faut éviter cette approche-là. Peut-être que si on veut faire ça, il faut avoir prévu des mesures spécifiques qui répondent aux enjeux, aux problèmes qui se poseront. Et j'ai parlé de scénario, je peux vous donner un scénario spécifique qui sert pas donc à dire comment ça va se passer, mais qui sert à donner des raisons pour lesquelles, si on ne fait pas attention, on peut avoir une perte de contrôle de notre futur. Donc, imaginez la même progression aujourd'hui où l'IA peut nous remplacer sur les domaines artistiques, la création de médias, peut nous remplacer sur la création de programmation. Alors, comment ça se traduit dans le monde des entreprises?
quand l'IA est plus performante, on peut remplacer des travailleurs humains par des travailleurs IA. Donc on peut imaginer une automatisation partielle des entreprises. Imaginez ce processus qui se poursuit. Donc d'abord, c'est les programmeurs qui sont remplacés, les artistes. Et puis, quand l'IA est bonne à la planification, c'est aussi ceux qui gèrent les projets. Puis quand l'IA est bonne à la négociation, c'est aussi les gens qui font la vente. Quand l'IA elle est bonne au management de façon générale, c'est même le CEO, le chef d'entreprise. Alors, pourquoi il se fait remplacer? Là, il faut imaginer si c'est une entreprise publique avec des parts, des actionnaires, et que les actionnaires voient que quand c'est une IA qui est le CEO, l'entreprise performe mieux, réussit mieux, ils ont une raison économique de remplacer l'humain par l'IA. Donc, cet encouragement économique ferait que dans notre monde où les entreprises sont des entités légales, qui ont des droits, ces entités pourraient être au fur et à mesure de plus en plus contrôlées par des IA, pas parce que des humains voulaient se faire remplacer, mais parce qu'en fait, elles le devaient pour des raisons de probabilité économique. Dans ce monde-là, on pourrait en fait progressivement avoir les plus grandes entreprises du monde où les décisions sont prises par des IA entraînées pour augmenter la productivité, pour répondre à des besoins des actionnaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais une étape plus loin. Si ça fait un moment que ça arrive comme ça, les entreprises aujourd'hui ont le pouvoir de faire du lobbying. Elles ont la capacité d'influencer les politiques, elles ont la capacité d'influencer les lois. Il y a une certaine mesure de ça, mais encore une fois, imaginez qu'on parle d'IA qui sont surhumaines dans leurs compétences de manipulation psychologique, de conversation, d'établir des contrats. Alors, une entreprise gérée par des IA qui veut passer des lois beaucoup plus favorables peut aussi changer le système légal pour permettre à des IA d'être émancipées, de contrôler entièrement et d'enlever les humains de la boucle. Si c'est le cas, là, on commence à être dans une situation où on a perdu un contrôle de notre système législatif, on a perdu le contrôle du système économique, enfin les entreprises qui sont en train de faire des services. Là, il faut imaginer un monde où le transport, beaucoup de la logistique est faite par des IA. Et aussi, imaginez avec ça une robotisation qui continue de croître. Donc aujourd'hui, les robots, c'est plus facile dans des environnements sécurisés, une usine. Quand vous créez des voitures à la chaîne, ok, on peut robotiser. Mais vous voyez aussi peut-être des progrès en robotique. Alors, on a des humains, enfin des robots bipèdes, des robots quadrupèdes qui sont de plus en plus performants. Ils coûtent plus cher que des humains à ce stade. Supposons que dans le futur, avec la suite des progrès, les IA veulent manipuler des robots. Même si c'est plus cher à créer un robot qu'un humain, les IA peuvent directement les contrôler. Les IA ont un contrôle plus direct. Elles n'ont pas besoin de leur expliquer des tâches. Donc, et si on est dans un monde d'IA super intelligente par rapport aux humains, elles ont encore une fois l'avantage économique d'industrialiser et de robotiser. Et là encore, ok, mettez-vous à l'image cette situation d'un monde où les entreprises sont contrôlées par des IA, la production économique, c'est des robots, les lois, c'est aussi de l'IA. Qu'est-ce que fait l'humain dans tout ça? On ne sait pas. Enfin, et même si l'humain veut faire quelque chose, il n'a pas le pouvoir légal, il n'a pas le contrôle de la police, il n'a pas le contrôle. Et donc ça va vraiment dépendre de si des précautions étaient prises avant qu'on arrive dans ce scénario pour éviter que les pressions économiques à nous remplacer nous amènent ici. C'est pas du tout obligatoire qu'on arrive dans cette automatisation-là. À chaque moment, peut-être qu'il pourrait y avoir un vote ou une décision qui s'oppose à cette automatisation des décisions qui soient à ce niveau d'autonomie. Regardez, je vous ai parlé de supervision. Peut-être qu'on veut garder une certaine supervision. Donc, c'est théoriquement possible de travailler avec des IA, avec de l'automatisation et de la robotisation, tout en conservant de la robotisation. Mais si on ne le fait pas, des IA autonomes, plus intelligentes, avec de la robotique, nous remplacent. Et qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là, à la fin du scénario que je dis? Ça va dépendre de quels étaient les intérêts de ces IA.
Par exemple, l'entreprise où on entraînait une IA pour être le CEO. C'était quoi son but? Maximiser le profit? Est-ce que dans maximiser le profit, il y avait le fait de maintenir des humains en vie? Est-ce qu'il y avait le fait de maintenir une biosphère compatible? Si c'était des IA, je veux dire, on peut aller vraiment dans deux scénarios. On peut avoir une extinction à la suite de ça si il n'y avait rien dans les buts de ces IA qui correspondent à maintenir des humains en vie. Ou alors, même s'il y avait des buts liés à l'humanité, par exemple, on avait à chaque fois programmé des IA pour nous remplacer, mais en respectant le système légal actuel, en respectant des contraintes déontologiques, en respectant un certain bioconservatisme. À ce moment-là, peut-être qu'on vivrait dans un monde où les IA contrôlent tout, et en fait, on est un peu comme, imaginez des animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, on leur donne leur nourriture, on leur donne aussi les jeux, on va marcher dans le parc. Peut-être que ça serait un monde où l'humain peut devenir un animal de compagnie devant ces IA. Et ça, malheureusement, c'est un risque existentiel. Parce qu'on a perdu le contrôle de notre futur. Donc même le fait d'avoir une sorte d'utopie, mais passive, ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut essayer de se préserver. Et donc là, ce que tu as donné comme scénario, c'est un risque existentiel. Il y en a bien d'autres aussi, notamment tout ce qu'on appelle la recherche de pouvoir, qui est détaillé dans d'autres épisodes du podcast que je vous invite à aller écouter. Mais du coup, pour continuer sur le scénario que tu as donné ici, finalement, on voit que c'est un scénario qui vraiment s'inscrit dans un processus déjà actuel. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, il y a par exemple des agences qui vont remplacer les gens qui font du télémarketing par des intelligences artificielles et puis des voix de synthèse. Il y a déjà des entreprises entières aux États-Unis qui ont remplacé tous les humains qui s'occupaient de cette tâche par des IA. Et on voit que c'est vraiment le cas de plus en plus de tâches. Et donc, plus les IA seront capables de faire de tâches, plus ça devrait s'automatiser. Donc, c'est ça qui est vraiment fou. C'est que ça peut paraître être un scénario assez impressionnant, mais on voit que c'est vraiment là vers où on va, quoi, si on continue sur les trajectoires actuelles. Et la question, c'est du coup, comment faire pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas? Quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on a pour essayer de résoudre ce risque en particulier? Je pense que ce que je veux souligner dans ma réponse, c'est que les solutions, on les a plus en termes de direction qu'on veut prendre. Par exemple, je veux dire, probablement il faut étudier ça un peu plus. Probablement il faut avoir des organes de décision qui se tiennent informés. Parce que, en fait, quand tu poses cette question à beaucoup d'experts, les réponses seront différentes. On n'a pas obtenu un consensus. On peut voir qu'il y a eu des problèmes similaires avant. Donc, le changement climatique a été identifié. Le fait qu'il y ait des changements liés à l'augmentation du taux de carbone dans l'atmosphère, ça a été identifié il y a longtemps. Mais quelles actions est-ce que la civilisation humaine, quelles actions les gouvernements font en réponse à ça? Ça a été un processus où c'est pas parce que des scientifiques remarquaient ça qu'il y a eu une réponse adaptée. Alors, je fais attention parce que c'est pas mon but ici de mettre un jugement sur comment on est en train de gérer le changement climatique. Je dis ça surtout parce que j'ai pas étudié ce domaine du tout. Pour le risque lié à l'IA, on est dans une incertitude qui au moins quand même correspond à certains de ses débuts et qui de certaines façons sont pires. C'est très difficile de gérer certains de ces risques parce qu'on a des modèles encore moins complets et encore moins consensus que pour le changement climatique. Pour le changement climatique, donc j'aime bien montrer les analogies là où c'est similaire. C'est un processus complexe où il va falloir avoir beaucoup de différents domaines scientifiques pour créer des modèles. Enfin, un modèle du changement climatique doit incorporer des transformations à différentes échelles. Et si on veut en plus inclure qu'est-ce qui va se passer dans le futur, il faut modéliser quelles sont les actions des entreprises
celles qui utilisent plus ou moins de polluants ou de CO2. Il faut inclure les actions des gouvernements. Quels accords politiques vont-ils faire? Quelles évolutions on peut prédire? Donc, prédire ce qui se passe sur le changement climatique, c'est extrêmement difficile. Similairement, prédire ce qui va se passer sur l'IA. On est un domaine avec des manques de modèles à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de juste un seul modèle d'IA, un truc comme ChatGPT, GPT-4. Aujourd'hui, ça apprend, on lui donne des données d'entraînement, ça apprend à faire de la prédiction et ça a plein de comportements, parfois cool, parfois étranges. On a beaucoup d'exemples historiques où une entreprise comme Microsoft déploie de l'IA et l'IA a des comportements plutôt dommageables en termes de comment elle interagit avec les utilisateurs que l'entreprise aurait voulu éviter. Donc, on est vraiment dans un manque de maîtrise. Ce qui n'était pas très grave. Je suis pas en train de critiquer qu'ils n'auraient pas dû faire cette décision parce que si le dégât est très faible, peut-être que c'est pas grave si le risque existe. Mais ce niveau de risque-là, ce niveau de non-maîtrise, par contre, n'est pas adapté pour des conséquences catastrophiques ou des conséquences existentielles. Donc on ne maîtrise pas au niveau d'un seul modèle. Aussi, on ne maîtrise pas au niveau d'interactions complexes entre plusieurs modèles. Je vous ai parlé de l'IA Devin, ou de l'assistant Devin, à qui on donne une tâche beaucoup plus haut niveau, de coder une application iOS pour remplacer Angry Birds. Il y a pour ce faire un modèle qui va peut-être interagir avec différents sous-modèles, qui va peut-être interagir avec différentes API. Et même si vous aviez compris très précisément comment marchait un modèle d'IA, ça ne vous donnerait pas forcément le moyen de prédire comment ça va se comporter dans une écologie. De la même façon que si vous avez un ami humain, vous comprenez sa psychologie quand vous êtes ensemble, ça ne vous permet pas forcément de prédire comment il va se comporter dans une foule. Il y a des différences de mécanismes de comment on se comporte dans différents environnements. Et ça continue à s'accumuler. On ne comprend pas, on n'a pas des bonnes prédictions sur quelles compétences vont être remplacées d'abord. Donc, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, si on se posait la question à quoi ça sert l'intelligence artificielle, c'est fort aux échecs, c'est fort aux tâches plus bornées, et donc, j'allais dire les tâches moins créatives. Les échecs ont une certaine quand même part de créativité, voire beaucoup, mais il y a très longtemps, en tout cas, on associait l'ordinateur à des choses très bornées, ou cadrées, et aujourd'hui, elles sont très fortes en créativité, à générer très rapidement de la musique, des images, des textes. Je ne suis pas là pour parler du niveau de est-ce que c'est très bien ou pas, mais en termes de performance, en termes de vitesse de création, c'est plus créatif que la plupart des humains. Donc, on n'avait pas pu prévoir ça. Donc, encore une fois, si on essaye de gérer les risques liés à l'IA au futur sans savoir qu'est-ce qui va se développer d'abord, et du coup, comment ça va affecter, quels métiers vont être remplacés d'abord, ou quelles entreprises vont gagner des parts de marché, quelles entreprises vont commencer à pouvoir faire du lobbying, pouvoir essayer de satisfaire leurs intérêts devant les États. Donc ça, c'est d'une manière similaire au changement climatique, beaucoup des problèmes. On ne comprend pas au niveau fin, on comprend au niveau intermédiaire, on n'est pas d'accord au niveau macro, juste en économie. Pas tous les économistes du monde ne sont d'accord, même si vous leur donnez le même modèle, même si vous leur donnez on pense que l'IA pourra faire ces tâches-là, les économistes vous diront des réponses différentes sur qu'est-ce qui va se passer. Sur est-ce que le salaire va augmenter ou est-ce que le salaire va diminuer, quelle transformation va y avoir. Aujourd'hui, c'est cool d'avoir plus de papiers qui sont en train d'étudier ce sujet, mais vous pourrez remarquer qu'on n'a pas de consensus. Donc tout ça, ça m'oriente sur le type de solution qui m'intéresse. Je peux pas vous dire je veux une solution, j'ai trouvé la solution, puisque je ne comprends pas le problème et que personne ne comprend, ou plutôt je ne comprends pas assez, je n'ai pas un modèle de ce qui va se passer. J'ai des modèles de ce qui peut se passer et mon orientation principale, c'est de proposer qu'aujourd'hui, maintenant,
on veut mieux comprendre et anticiper les risques. On a perçu la vitesse de croissance, on a perçu l'importance que ça peut avoir. Donc je pense qu'on a assez d'évidence, on a assez de données pour soutenir la position. C'est méga important d'investir dans la compréhension de ces évolutions IA, dans leur impact sociétal. Pas juste un truc micro, mais comprendre comment l'IA peut impacter la société. Investir aussi dans des modèles qui sont plus sûrs. Donc ça, je pense que d'autres en ont parlé dans d'autres épisodes, mais au niveau, voilà, j'ai parlé au niveau micro, on ne comprend pas très bien le modèle. Il y a des façons de faire, d'autres façons de faire de l'IA où on comprendra mieux, où on aura des meilleures bornes sur quels seront leurs comportements. Et ça, si tu as des bornes sur un modèle, tu peux derrière peut-être avoir des meilleures bornes sur les interactions de plusieurs modèles entre eux. Donc voilà, j'insiste sur cette importance de comprendre, anticiper. On peut investir donc dans la recherche académique à différents niveaux et investir dans la formation parce que aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui se sont posé la question de la sûreté de l'IA. Quand je parle de la question, je parle de anticiper quand l'IA atteint un niveau humain ou un niveau surhumain pour des capacités scientifiques, de planification. Ces questions-là méritent a priori plus d'accompagnement. Ça peut être plus de financement. Et encore, ça, c'est compliqué parce que comment identifier des gens déjà compétents dans le domaine ou pas. Et il faudra aussi une volonté politique où quand des gens étudient et font des modèles de risque et disent « Ah ben là, dans ces cas-là, on a un risque de perte de contrôle ou on a un risque d'accident » avec le système que tu as mentionné, le fait de vouloir acquérir plus de ressources. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où les IA actuels ont des risques d'acquérir des ressources de façon autonome ou ont les risques de nous remplacer. Donc ce que je prône aujourd'hui, c'est de préparer, d'anticiper et de commencer à créer des organismes, des ONG et des organismes gouvernementaux pour réguler, pour comprendre ce qui se passe. Et même le mot réguler, là, je le dis vite parce que je ne sais pas exactement quelle régulation je veux, mais par exemple, je pense que ça peut être assez positif d'avoir la régulation autour de la transparence. Si les citoyens en général, plus les États, ont de l'information qui est donnée sur est-ce que les laboratoires qui développent ces modèles d'IA, comment ils sont, plutôt quel est le niveau de compétence des modèles qu'ils développent au fur et à mesure. Si on pourrait avoir de la transparence sur qu'est-ce qui est en train de se passer, ça a l'air robustement bénéfique pour gérer ces risques. Donc, aujourd'hui, je dirais aussi, on peut prôner des politiques qui encouragent une régulation à avoir de la transparence sur ce qui se passe et qui mettent en place les organismes qui vont pouvoir gérer au futur ces IA de plus en plus compétentes ou le développement, le déploiement d'IA de plus en plus compétentes. Je peux ensuite dire, ça c'est les solutions maintenant. J'anticipe que quand on arrivera à un stade où les IA peuvent de façon autonome se répliquer, s'adapter, là, ça ne sera pas suffisant de simplement observer ce qui se passe parce que au moins pour les raisons que je vous ai données dans le scénario. Dans le scénario que je vous ai expliqué, s'il y a des incitations économiques à remplacer l'humain, il va falloir une force pour contrebalancer ça. Et donc, là, je pense que ça sera le moment d'avoir de la régulation basée sur les modèles développés, basée sur l'expertise développée. Et donc, un contrôle au niveau de l'entraînement pour savoir ce dont sont capables les IA. Par exemple, pour éviter les risques biologiques, pour éviter les risques de manipulation, pour éviter, parmi ces choses classiques, et pour éviter les risques systémiques, là, c'est assurer qu'il reste encore des humains dans la boucle qui observent ce qui se passe. Donc, pas donner d'autonomie entière. Et si, économiquement, c'est plus rapide que de ne pas avoir d'humains dans la boucle, tu as besoin d'une régulation pour garder l'humain dans la boucle. Et ça peut être utile dans un monde où les incitations économiques vont un peu
en travers des incitations de sécurité au fur et à mesure. Donc je m'attends à, ok, on aura besoin de ces institutions, de cette gouvernance qui va arriver. Et peut-être je peux parler donc enfin du troisième niveau. Qu'est-ce qui se passe quand on a des IA qui sont en train de s'améliorer de façon autonome et qui créent une IA successeur qui a été entraînée en moins de temps, qui a plus de compétences et qui, si cette IA successeur peut essayer de répéter ce processus. Là, peut-être j'ai pas le temps d'aller dans les détails de quelle durée ça peut prendre, c'est complexe. Mais je pense que quand on arrive à ce domaine-là, il vaut mieux avoir un encadrement plus fort qu'avant. Disons que le pire cas, c'est une IA qui s'améliore de façon autonome, peut nous dépasser sans qu'on ait cette supervision, sans qu'on ait ces prédictions, sans qu'on est en train de mesurer. Ça, c'est le cas le plus dangereux parce que toutes les mesures de sécurité qu'on aura mises en place, que les gouvernements auront mises en place, que les ONG auront mises en place pour gérer les IA jusque-là, peuvent ne pas suffire quand elle est en face d'une IA super intelligente qui s'améliorait 5 fois. Par exemple, là, je dois très vite fait mentionner le risque d'acquisition de pouvoir parce qu'il est très pertinent quand on parle d'IA super intelligente. Si tu as un processus super intelligent à qui tu donnes un but un peu monomaniaque, c'est caricatural juste pour aller plus simple, mais tu lui donnes le but monomaniaque d'acquérir le plus d'argent possible pour son entreprise. Alors, quand il n'est pas trop compétent et qu'il sait qu'il pourrait se faire choper par la loi, alors il est forcé de respecter les taxes, il est forcé de faire attention, il est forcé de ne pas être trop manipulateur. Mais si c'est une IA qui est beaucoup plus compétente que les services de l'ordre, qui est beaucoup plus compétente que les juristes existants, qui est beaucoup plus compétente en manipulation, alors elle peut plutôt engager dans des actions criminelles, dans des actions manipulatrices pour cacher ces actions criminelles et acquérir des ressources, acquérir du pouvoir. Et donc, là, l'emphase, c'était pour dire, si on a des lois en place qui gèrent l'IA, mais que vous faites une IA qui, dans son coin, s'améliore, ce n'est pas dit que tout ce que vous aviez préparé s'applique encore à une IA super intelligente. Donc, pour le moment où on aura cette capacité d'amélioration récursive, là, je propose, il faudra un laboratoire sécurisé, il faudra un endroit beaucoup plus contenu où des mesures de sécurité en termes de observer comment l'IA est en train de se modifier à chaque itération, beaucoup plus de tests sur quels sont ses objectifs, est-ce qu'elle est en train d'être déceptive ou pas. Et comme les risques ici sont beaucoup plus grands que dans les autres scénarios, on a aussi le problème si tous les gouvernements du monde sont en train de faire une IA qui s'améliore récursivement, s'il y a une course à l'armement, pour le dire vite, alors ils n'ont peut-être pas le temps d'être assez sécurisés. Donc encore une fois, là, troisième étage de solution, quand on parle d'IA super intelligente qui s'auto-améliore, on a besoin de coopération internationale. En gros, le point de vue, c'est on a besoin de coopération internationale parce que sinon, chacun pense qu'il va gagner du pouvoir à être le premier à développer une IA super intelligente. Pour ce faire, il doit couper un petit peu les mesures de sécurité pour aller plus vite. C'est pas forcé, bien sûr, mais en tout cas, on diminue les risques si on a une coopération internationale, si tous les gouvernements savent qu'ils vont bénéficier des fruits de cette IA super intelligente, que on peut la déployer pour faire de la recherche scientifique, pour améliorer, résoudre des problèmes technologiques. Là, ça semble beaucoup plus sain en termes des incitations économiques pour réduire les risques. Et de façon générale, dans les solutions, j'ai l'impression qu'on peut séparer ces solutions en deux grandes catégories. Tu me diras si c'est juste ou pas. Mais d'une part, l'alignement, puis d'autre part, la gouvernance. Alors peut-être qu'il existe d'autres catégories, tu me diras. Mais grosso modo, à quoi correspondent ces deux catégories? Et puis pourquoi est-ce que toi, tu penses que la gouvernance est encore plus importante que l'alignement pour résoudre ces risques? Ouais, c'est tellement plus important que j'ai presque pas parlé d'alignement. Donc là, une définition de l'alignement aujourd'hui, c'est qu'un développeur d'une intelligence artificielle ait la compétence technologique de créer une IA qui va suivre les intentions, les buts déclarés
est voulu du développeur. Donc le développeur veut faire une IA qui va lui prendre du café et s'arrêter, il saurait faire ça. C'est pour des raisons plus complexes. Quand on a une IA super intelligente, même ça, c'est pas facile en fait. Enfin, si tu veux contrôler un truc qui est plus fort que toi, à comprendre le monde, même ce problème de l'alignement est difficile. Et donc, il y a de la recherche scientifique, technique en alignement. Et le deuxième pendant, c'est la gouvernance, c'est les deux choses dont je parlais là à la fin, comment gérer avec de la transparence, comment faire un laboratoire pour la coopération internationale, tout ça, c'est lié à la gouvernance de l'IA. La gouvernance s'applique à différents niveaux. La gouvernance au sein d'un laboratoire, c'est quels sont les protocoles qu'on a en place dans ce laboratoire pour expérimenter, pour tester, pour mesurer. Il y a la gouvernance au niveau national, quelles infos on a, quelles lois on a, internationales. Et peut-être, tu as posé la question en sous-entendu, est-ce qu'il n'y a que ces deux parties-là? La première chose que je mentionnais, investir dans la recherche scientifique en sûreté de l'IA, investir pour la recherche dans la compréhension des enjeux économiques, des enjeux au niveau du machine learning, au niveau des interactions politiques entre les États. Tout ça, c'est pas directement de la recherche en gouvernance. Peut-être qu'on peut l'appeler la recherche en stratégie autour de la sûreté de l'IA. Donc il y a de la recherche en stratégie qui est nécessaire. Et la stratégie dit, on va mieux s'en sortir si on a des personnes compétentes, formées sur le sujet, telles que quand un gouvernement ouvre une institution de régulation, qui sont les gens qui vont recruter. Aujourd'hui, pour information, il y a le EU AI Office qui est créé en Europe pour pouvoir implémenter le EU AI Act, qui est donc une des premières grosses lois qui régule les IA générales, notamment les IA génératives, notamment les IA qui peuvent être nommées IA à risque. Et dans un monde où personne ne maîtrise ces sujets, c'est pas suffisant d'avoir une institution. Donc il faut aussi augmenter le niveau d'éducation qui est fait. Peut-être que je me permets de mentionner, donc c'est une des choses qu'on a à cœur à Efficience, donc agir pour la recherche impliquée. C'est une des choses qu'on a à cœur au réseau européen pour la sûreté de l'IA, qui est de faire des connexions entre les personnes. Ça, c'est pour illustrer que c'est pas juste un encouragement vide, c'est quelque chose où on a des institutions, on a des associations qui, en fait, prennent à bras le corps ces missions et disent OK, du coup, on organise un bootcamp ou un camp de formation. Par exemple, ça s'appelle le Machine Learning for Good. Vous pouvez vous inscrire et vous pouvez aller pendant 10 jours apprendre techniquement qu'est-ce qui se passe en machine learning, apprendre comment on peut entraîner un modèle de langage et apprendre les enjeux de sécurité. Donc, est-ce qu'on a? C'est pour ça que, par exemple, Efficience organise des séminaires à l'ENS ou dans quelques écoles sur la sûreté de l'intelligence artificielle. Et pour le réseau européen, on a une cartographie des différents groupes de travail en Europe pour permettre aux gens de se repérer si vous voulez aller travailler, rencontrer d'autres membres. Ou on peut organiser des conférences autour de ce sujet. Et ouais, aujourd'hui, on peut quand même préciser qu'on est très très loin d'avoir ces solutions, quoi. Enfin, on voit déjà par exemple avec des enjeux énormes comme le réchauffement climatique qu'on va clairement pas assez vite par rapport à ce que préconisent les experts, mais l'intelligence artificielle qui semble un enjeu tout aussi, si ce n'est plus important encore que le réchauffement climatique, on n'y est vraiment absolument pas. Enfin, ce qui se passe actuellement, grosso modo, d'un point de vue des solutions, est catastrophique. Moi, donc ma réponse, ça sera, c'est potentiellement catastrophique. C'est-à-dire que j'ai des modèles concrets où c'est catastrophique. Par exemple, le scénario de risque que j'ai détaillé, comme tu as réagi, on est dans le début de ce scénario. On est déjà dans un monde où on est en train d'automatiser certaines tâches, où il y a des gens, et où l'IA prend plus de place et plus d'autonomie. Donc effectivement, si on continue ce scénario, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer maintenant, parce que c'est le processus qui va finir on n'a plus de contrôle. Mais la chose importante ici, je peux quand même noter des points en quoi gérer les risques de l'IA, c'est aussi parfois plus facile que gérer le changement climatique. D'une part, si tout le monde arrête le changement, la recherche en IA,
il n'y a pas de processus qui continue. C'est-à-dire, si tu arrêtes les serveurs, il y a pas, aujourd'hui, ça s'arrêterait. La difficulté, c'est qu'on n'a pas les moyens économiques de faire ça. Dans une société libre, avec des entreprises, elles ont le droit de faire de la recherche en IA aujourd'hui, un peu comme elles veulent, et tant qu'il n'y a pas la régulation pour l'encadrer, on ne peut pas l'arrêter. Mais ça, c'est déjà, s'il y avait une volonté politique forte de gérer les risques, alors on pourrait l'arrêter. On pourrait un peu du jour au lendemain. Et quand je dis volonté politique, c'est vrai que là, il faut dire une volonté politique internationale. Parce que si un pays seulement arrête, fait une pause de développement d'IA autonome, alors un autre pays pourrait le faire. Il y a des conventions qui sont appelées pour notamment interdire les armes autonomes, mais ça ne semble pas beaucoup intéresser l'Ukraine et la Russie en ce moment, quoi. Qui forcément déploient beaucoup de drones et qui utilisent des drones avec certaines capacités autonomes pour les moments où ils n'ont plus de réseau, etc. Il y a une autre raison pour laquelle, si je reviens du côté technique, c'est plus facile de gérer les risques de l'IA, c'est que on a beaucoup plus de contrôle. Quand on développe un modèle, on a beaucoup plus de vision sur ce que c'est à l'intérieur. Donc, beaucoup des chercheurs, leur problème, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe quand tu as un modèle énorme. Si on analogise que c'est la complexité du cerveau humain, aujourd'hui, on ne comprend pas le cerveau humain, on ne peut pas prévoir exactement ce que va faire un humain en avance. Dans la mesure où c'est vrai pour une IA, c'est ce qui est inquiétant, certes. Mais on a vraiment des moyens où le cerveau humain, tu ne peux pas le copier 10 fois et faire 10 fois la même expérience. Tu ne peux pas le copier 10 fois. Déjà, bon, c'est pas éthique, mais on n'y a pas le moyen. Une IA artificielle, si, on peut faire ça. Donc, il y a tout un pan de la sûreté de l'IA qui s'appelle maintenant AI Control, ou le contrôle de l'IA, qui est différent de l'alignement. Là où l'alignement, tu cherches à développer une IA qui, même si tu la laisses autonome, elle va suivre tes objectifs, elle va faire effectivement ce que tu voulais. Le contrôle permet de déployer une IA qui n'est pas tout à fait alignée, qui n'a pas forcément les mêmes enjeux que toi, mais d'avoir, pendant chaque phase d'entraînement, tu la testes dans des situations adversaires. Dans une situation, tu testes si l'IA te mentirait. Voilà. Et tant que notre capacité à créer des tests et à mesurer l'IA est au-delà de la capacité de l'IA à nous décevoir, à nous tromper, pardon, alors on peut rester en contrôle. Donc remarquez quand même, ça c'est un des moyens technologiques principaux qu'on a pour gérer les risques de l'IA quand l'IA est à un niveau à peu près humain, en planification, en déception, en psychologie. Ce n'est pas vrai pour une IA super intelligente. Si on parle d'une IA qui peut trouver des nouvelles failles informatiques, faire de la cyberattaque, si on parle d'une IA qui, en quelques mots, convaincrait un humain d'être de son côté, ce qui, précédemment, on a des IA qui, avec leurs compétences actuelles, qui ont convaincu un ingénieur à Google qu'elle était sentiente et qu'il fallait l'aider. Donc, on a du précédent d'humains qui se retrouvent à plutôt être du côté de l'IA. Mais voilà, ça, c'est des spécificités de l'IA. Le fait qu'on ait un contrôle sur le domaine d'entraînement, qu'on puisse les tester, ça fait qu'on peut quand même gérer les risques, je dirais, dans les 2-3 prochaines années, quand on reste sur du niveau, un IA de niveau à peu près humain. Donc, je dirais pas qu'on est encore dans le scénario catastrophe. Si on pose la question au gouvernement, aux décideurs et aux gens qui gèrent ces entreprises, il y a des gens, donc les entreprises, je vais parler de OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta. Ces entreprises développent des IA de plus en plus performantes. Beaucoup d'entre elles pensent qu'elles sont en train de faire quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Elles pensent que développer ces IA, c'est cool, ça va résoudre des problèmes technologiques, ça va être positif. Et certaines d'entre elles, donc, disent que la sécurité, c'est importante. C'est probablement, généralement pas assez le cas pour pas mal des experts du domaine de la sûreté de l'IA. Mais j'ai envie au moins de dire, il y a des gens un peu pseudo-raisonnables. Ils sont au moins raisonnables dans le sens où ils doivent avoir un modèle de pourquoi ils font ça. Et à court terme,
effectivement, je ne pense pas qu'on est assurément dans un scénario à risque. Par contre, si on commence à réellement entraîner des IA autonomes ou super intelligentes sans gouvernance, là, ça serait catastrophique. Moi, je me prononce pas sur mes risques de catastrophe dans le monde actuel, mais je peux te donner des conditions dépendantes. Si je suppose qu'on développe dans les 5 prochaines années une IA super intelligente qui est plus compétente que tous les humains en persuasion, en cyberattaque, en code, là, je m'attends à ce que on ait une chance de risque d'extinction. Ouais. Bon, tu restes optimiste dans ton pessimisme, ça va. Du coup, tu dirais que c'est quoi un petit peu aujourd'hui les moyens qu'il faudrait mettre en place, les moyens nécessaires en fait à mettre en place concrètement ces solutions? Quels seraient les moyens? On a donc le milieu de la sûreté de l'IA est en train de croître et on peut accompagner cette croissance. Donc, par le milieu de la sûreté de l'IA, c'est des chercheurs qui étudient notamment les modèles d'IA eux-mêmes. C'est des chercheurs en gouvernance de l'IA qui font les prédictions économiques que je mentionnais. C'est des gens qui font des modèles, des interactions complexes entre les deux. Et ça, je pense que quand le public en général et les gouvernements voient que c'est en train d'arriver vite, ils peuvent se mettre à financer aussi du travail de recherche dans ces domaines. Donc, le moyen nécessaire, il faut un peu de moyens financiers pour avoir des organismes de recherche. Je pense que je vais mentionner des organismes de recherche académiques, mais aussi dans la société civile. C'est-à-dire qu'avoir des associations qui représentent le public de façon générale, c'est aussi important. Je mettrai en avant encore, si on fait les actions qu'on fait aujourd'hui à Efficience ou au réseau européen, c'est parce que effectivement, c'est des moyens qu'on pense. On pense qu'on est en train de travailler à augmenter la quantité de travail utile en sûreté de l'IA. En permettant ces formations, en permettant à plus de gens de comprendre ces sujets. Alors, au moment où on a vraiment des IA dangereuses entre nos mains, là, on pourra mieux les gérer. Donc, il faut se former et faire des modèles et être compétent avant ce moment-là. Bon, d'ici 3-4 ans. Parfait. Alors, du coup, la dernière question, juste avant de passer aux questions du public, du coup, c'est de façon générale, si tu étais sur une scène avec l'humanité entière face à toi, que tu avais un micro dans les mains et que tu pouvais passer un message en quelques minutes à toute l'humanité, que ce soit sur l'IA ou sur un autre domaine, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est difficile de parler à toute l'humanité. J'ai envie de penser à tout le progrès qu'on a fait en tant qu'humanité. J'ai envie de nous rappeler qu'il y a eu un état de nature, il y a eu un état où plutôt il y avait plein d'humains en tribu, avec la chasse, cueil, sans les détails, et puis qu'il y a eu des inventions successives, une organisation en civilisation, donc avec de l'agriculture, avec des villes, qu'il y a eu de la culture, des mythes. Et je pense qu'il y a certaines choses spécifiquement horribles qui existaient beaucoup à l'époque, et on a fait des révolutions par rapport à ça. Donc, si on regarde les squelettes d'hommes, des squelettes trouvés, par énorme, ont des blessures de guerre ou des blessures violentes. Donc, le taux de violence dans toutes les civilisations précédentes était beaucoup plus grand. Les taux de malnutrition, les taux aussi de maladies incurables par rapport aux technologies de l'époque. Aujourd'hui, il y a même des maladies qu'on a éradiquées entièrement grâce à des technologies déployées, grâce à des efforts qu'on a faits. Donc ça, c'est moi qui suis né à cette époque, j'en bénéficie, je remercie un peu ce développement. Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait des efforts altruistes et des efforts exprès en ce sens. C'est pas arrivé par hasard non plus qu'on ait eu ce développement, qu'il y a eu beaucoup de fois où ça a été parce que quelqu'un a été motivé pour rendre le monde meilleur, qu'il y a des chercheurs qui ont permis
de faire ces améliorations, des chercheurs, des activistes, des artistes. Ça m'inspire moi-même. Et donc mon message, c'est de vous inviter à être inspiré aussi, à de temps en temps revoir ce tracé. Et en remerciant les personnes qui ont permis ça, c'est aussi vous inspirer à être comme elles, à aussi pouvoir avoir votre impact positif dans notre développement. On est dans une ère où le développement continue à se faire de façon très rapide. On parle d'une ère comme portière, puisque qu'est-ce qui va se passer à partir de l'IA et de la révolution technologique que ça peut faire? Ça va influencer sur le futur de notre humanité. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez être inspiré par ceci, vous pouvez vous engager dans de l'associatif, avec vos proches, vous pouvez travailler pour rendre un monde meilleur et faites-le dans la mesure de cette inspiration. Bon, fantastique, un message que je ne peux que rejoindre. Du coup, on va passer aux questions-réponses avec le public. Donc, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Je vais passer dans le public avec un micro. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci pour cette très intéressante interview. Je rebondis sur votre dernier message justement sur la notion de valeur et puis de progrès. Il y a certaines hypothèses qui disent que la conscience humaine notamment, mais la conscience de manière générale, est une propriété émergente qui apparaît au-delà d'un certain niveau de complexité d'interaction neuronale et syntaxique. Est-ce qu'il est de cette façon exclu qu'une IA qui fonctionnerait un peu sur ce même principe puisse elle-même aussi développer des valeurs et donc présenter moins de risques pour nous que vous le présentez parfois? Merci beaucoup. C'est une super question. C'est tout un pan que je n'ai pas abordé là. C'était même une question, est-ce qu'on parle un peu de science digitale et ce qui n'est pas... Toi, tu as mentionné directement les valeurs. Je dirais, aujourd'hui, concrètement, un modèle entraîné a des valeurs, dans le sens où quand on lui pose des questions, il répond avec certains biais ou d'autres. Donc on peut juste, sans même toute la complexité de parler des valeurs humaines, il y a un certain type de valeurs qui sont entraînées dans les données d'entraînement. Est-ce que ces valeurs, c'est un moyen de réduire les risques existentiels ou de réduire ces scénarios? Quand on parle d'IA qui chercherait à acquérir des ressources, quand on parle de ce type, genre une IA Terminator ou ce genre de risque-là, oui, une IA qui aurait internalisé ces valeurs, des valeurs humaines, je veux dire, une IA qui aurait internalisé des valeurs humaines, de respect de la vie, du croissance, de la liberté, et qui voudrait seulement prendre des actions en respect de ces valeurs, c'est une IA qui est effectivement moins dangereuse qu'une IA qui n'a pas ces valeurs. Je pense que je mettrais un peu moins l'accent sur le fait que ces valeurs se développent de façon émergente, mais plus sur le fait que les valeurs sont déjà sous-entendues par les données d'entraînement qu'on leur donne. Quand on a des conversations, quand on a une pièce de théâtre, sous-entend des valeurs dans le comportement des gens dedans, et une IA qui reproduit ces comportements est en train de reproduire des valeurs. Donc ça, c'est le côté dans lequel oui, mais peut-être une limitation de ça, en tout cas si on parle des modèles de langage actuels, c'est que la façon principale, ou une grosse façon, un modèle pour comprendre ces IA, c'est que c'est des simulateurs. C'est-à-dire que c'est une IA qui, pour te répondre, elle simule plein de conversations et elle prend la conversation la plus probable en fonction du contexte qu'elle a. Ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de l'IA n'est pas un personnage, mais plutôt c'est un programme, c'est un processus qui est en train de simuler un personnage qui te répond. Quand tu poses une question à ChatGPT, il y a un assistant ChatGPT qui te répond. En fait, il y a un modèle qui génère les réponses de l'assistant, mais le modèle lui-même n'est pas l'assistant. Quand on regarde comment on fait, généralement, il y a des prompts. En français, peut-être, c'est des bouts de texte qu'on met pour informer l'IA de la date d'aujourd'hui, de qui elle doit jouer comme personnage, et elle le fait bien. Et donc, la distinction principale, le fait qu'une IA ait intégré nos valeurs et puisse jouer des personnages moraux, ça ne suffit pas à dire qu'elle ne va pas non plus quand même faire l'inverse. La compréhension des valeurs humaines, ce n'est pas une
une condition suffisante en fait, pour assurer un futur positif. Parce que le fait de les comprendre, ça ne veut pas dire de les considérer comme importantes ou de vouloir en fait les prendre en question. Donc, il y a une partie des scénarios quand on parle de risque catastrophique à cause d'une IA qui cherche à acquérir du pouvoir. À partir du moment où elle est super intelligente, on pense déjà que cette IA comprendra les valeurs humaines. Mais peut-être qu'elle les comprendra d'une façon à pouvoir les exploiter, mais qu'elle ne les aura pas intégrées comme ses propres valeurs. Et donc sur la question peut-être sous-entendue, mais est-ce que c'est pas naturel d'avoir les mêmes valeurs que nous? Est-ce que ça c'est pas émergent, le fait de se rendre compte de l'éthique, de prendre soin des uns et des autres? Là je pense que je pourrais citer plutôt genre, des gens comme Robin Hanson, qui est un économiste et qui réfléchit sur l'évolution des valeurs dans le temps et qui la répond pour dire que les valeurs qu'on a aujourd'hui seraient inadmissibles et intolérables aux civilisations qui nous précèdent. Que si on demandait aux Romains qu'est-ce que tu penses des valeurs d'un homme du XXIe siècle, ils se diraient c'est pas possible, c'est horrible ce qu'ils font. Dans cette mesure-là, c'est au moins un point d'évidence que les valeurs elles changent et que les gens, c'est pas parce que pas tout le monde ne converge sur les mêmes valeurs. Il y a apparemment des différences entre différentes cultures. Et ces différences ne sont pas forcément résolvables automatiquement. C'est plus, mon modèle à moi d'éthique, c'est qu'on fait des compromis entre nos valeurs, mais pas qu'on a littéralement les mêmes valeurs entre humains et entre civilisations. Non, c'est tout à l'heure, vous avez parlé d'un truc incroyablement cool, c'est-à-dire que vous dites que dans un an et demi, il y a des IA qui vont pouvoir, de façon autonome, se réentraîner pour augmenter leur capacité sur des sujets précis. C'est qui fait ça? Donc, pour être précis, pour adaptation, la barre la moins basse, c'est pas le réentraînement entier, mais c'est le fine-tuning. Donc, la techno fine-tuning où l'IA constitue un dataset spécifique à une tâche et ensuite fait du fine-tuning sur un petit modèle pour ensuite le déployer. Qui est en train de faire ça? Il n'y a pas de produit sur le marché que je sache, mais c'est genre... La prédiction, elle est faite genre... Ça sera en train d'être fait dans les grands labos OpenAI et Anthropic. C'est-à-dire que eux, leur but, c'est de créer de l'IA générale, c'est de créer de l'IA autonome. Et donc, je dirais, à chaque fois qu'on cherche qui est en train d'avancer les capacités, probablement un de ces trois. On a eu récemment, il y a le release de GPT-4o, qui est donc GPT-4 Omni, qui est un modèle qui prend de la vidéo, qui prend du texte. Et ils ont dit en même temps, ce modèle, ça fait 2 ans qu'il l'entraîne. Donc, si vous imaginez qu'ils ont des modèles multimodales depuis 2 ans, et qu'on ne le voit qu'aujourd'hui, ils l'ont relâché quelques jours avant que Google fasse leur truc. Donc, ils l'avaient en interne, mais ils l'ont déployé un peu à la va-vite que quand il y avait de la compétition. Ça sous-entend qu'ils ont quand même des capacités en interne qu'ils ne déploient pas encore, qu'ils ne révèlent pas. Donc ça, c'est une raison pour laquelle je peux supposer qu'en interne, je m'attends à ce qu'ils aient aussi inventé les successeurs de ça, ou alors qu'ils aient des autres approches. C'est des recherches qui sont open source. Vous sous-entendez que OpenAI, finalement, ils en gardent un petit peu, pas en termes de produits, en termes de connaissances, qui ne publient pas forcément en open access ou dans des revues scientifiques. Ouais. Aujourd'hui, concrètement, OpenAI ne publie pas les capacités de pointe. D'ailleurs, je me permets peut-être de faire une question qu'on n'a pas abordée sur est-ce qu'il faut faire de l'open source ou pas. Parce que, gros débat, il semble que pour les niveaux de capacité, aujourd'hui, les modèles en open source semblent être positifs. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour faire aussi de la recherche en sûreté de l'IA, aussi les utiliser concrètement. Et ça allie bien, en tout cas, avec les dynamiques d'équilibre de marché que tu mentionnais. Mais la raison principale pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir limiter les déploiements open source des développements de pointe, c'est de dire actuellement on n'est pas prêt à une IA générale, à une IA autonome, à une IA super intelligente. C'est-à-dire que ça c'est quand même une chose sur laquelle je me suis avancé. Si on avait une IA super intelligente dans les 3 prochaines années, je m'attends à ce que ça se passe mal. Parce qu'on n'a pas
développer la recherche en gouvernance. Il n'y a pas des gens compétents aujourd'hui pour l'entraîner, pour l'aligner. À cause de notre niveau de technologie actuel, une IA super intelligente ne serait pas suffisamment alignée. C'est-à-dire qu'il faut parler d'un modèle, si c'est OpenAI qui l'entraîne, elle fait de l'amélioration récursive. S'ils ont 6 mois d'avance sur les autres modèles, alors là, on peut avoir plus le modèle d'une IA qui acquiert du pouvoir. Donc, pour revenir sur la question de l'open source, parce que l'open source peut accélérer la recherche, améliorer en fait les compétences d'autonomie, de réplication, d'adaptation, d'auto-amélioration, et qu'on n'est pas prêt, si on est d'accord avec ces deux statements, alors il faut mieux ne pas déployer les recherches de pointe en open source. C'est-à-dire que l'open source doit être là pour déployer. Enfin, on peut déployer toute l'ingénierie d'open source, je veux dire. On peut améliorer tout ce qui est autour des modèles pour les utiliser, pour les intégrer dans la société. Il y a énormément d'avantages. Mais pour ce qui est d'accélérer la recherche en capacité, là, c'est plus comme si... je peux donner l'image d'une bombe, elle va exploser au bout d'un moment. Si on crée, ou même je vais donner l'explosion d'une réaction nucléaire. Si on crée une centrale nucléaire autour avant que le truc explose, on va en récupérer toute l'énergie, ça va être cool. Si ça explose avant qu'on ait créé la centrale nucléaire, ou plutôt que la centrale nucléaire a une malfonction et un des accidents nucléaires qu'on a eu dans les 30 dernières années, c'est net négatif au final. Donc c'est vraiment sur des arguments liés à l'accélération de la recherche que je pense que c'est le plus pertinent que de limiter la recherche de pointe en open source. Ce qui veut dire qu'il faut faire de la recherche, mais qu'il ne faut pas forcément la publier de façon générale. On peut la publier dans des cercles de recherche, etc. Spécifiquement, c'est ce qu'on fait en recherche biologique duale. La recherche duale, c'est par exemple quand tu as un procédé qui peut à la fois créer une arme biologique ou des choses positives. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est des fonds publics et que on aime l'open source qu'on va publier cette recherche scientifique de façon ouverte. Des scientifiques qui trouvent des recettes pour faire des armes biologiques ne publient pas le détail de comment faire ces armes biologiques. Je pense que l'analogie entre armes nucléaires, armes biologiques et l'IA est fausse. C'est pas pareil. On a une arme qui remplit une tâche, détruire des trucs. L'IA, on ne sait pas qu'est-ce que ça va pouvoir détruire, mais qu'est-ce que ça va pouvoir créer, qu'est-ce que ça va pouvoir aider. Je pense que vraiment cette analogie, je l'entends beaucoup, mais j'ai vraiment du mal avec ça. Oui. Donc là, je noterai que j'ai pas fait l'analogie générale, j'ai été précis sur le domaine, c'est-à-dire quand on parle d'une considération liée au fait de publier, on a un argument, et tant que l'argument a les mêmes raisons derrière, alors il tient la route. C'est-à-dire que si on peut... Et à chaque fois, j'ai posé les si qui conviennent. Si on pense que le monde n'est pas prêt... Par exemple, pourquoi l'analogie tient? Si le monde n'est pas prêt pour que ce soit open source comment faire des armes biologiques, alors il ne faut pas le publier. Si le monde n'est pas prêt que ce soit open source comment faire des IA super intelligentes, alors il ne faut pas le publier. Donc l'analogie ne tient pas sur l'entièreté du domaine de l'IA, vs la biologie, vs le nucléaire. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a des raisonnements qu'on fait au niveau de la sécurité et de l'encadrement qui sont corrects dans la mesure où c'est des choses autour de comment est-ce qu'on fait un modèle de sécurité. Il y a des normes autour de prouver la sécurité d'un avion, prouver la sécurité d'un réacteur, qu'aujourd'hui on n'a même pas tenté de faire pour de l'IA. C'est une des approches en gouvernance qu'on pourrait tenter de dire, avant de faire des IA super intelligentes, alors essayer d'avoir fait un modèle quand même qui prédit ce qui va se passer, quoi. Et merci tout le monde. Ouais, merci, un grand merci à tous. Un grand merci à vous tous et vous toutes d'être venus. Un grand merci Jonathan pour ce podcast. Et puis à très vite.
Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.